Alors bonsoir à tous, bienvenue à cette troisième édition de Trésor de Portneuf-Jacques-Cartier. Donc cette semaine, on commence devant la rue principale de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Et tout de suite après, on s'en va voyager un petit peu plus loin. On va voyager beaucoup dans cette émission-ci. On va s'en aller à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier pour le portrait municipal. Vous savez, Sainte-Christine, le portrait s'en vient un petit peu plus tard dans la saison. Toute municipalité très dynamique, bien intéressante, qu'on a bien hâte de vous présenter. Alors, on s'en va tout de suite à Sainte-Catherine pour le début de l'émission. Située à moins d'une demi-heure de route de la ville de Québec, Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, d'une superficie de plus de 120 km², est une ville en pleine expansion. Elle constitue le pôle de service à l'ouest de la MRC de la Jacques-Cartier. Le noyau central de Sainte-Catherine revêt un caractère plus urbain avec une multitude de services mis à la disposition des villégiateurs de la région. Le territoire de la municipalité est traversé du nord au sud par la rivière Jacques-Cartier. Cette rivière coulant à proximité de grands centres urbains offre une eau de très bonne qualité qui a rendu possible la réintroduction du saumon atlantique. Au niveau touristique, l'attrait majeur est la station écotouristique du Chêné. Située en bordure du lac Saint-Joseph, la station touristique du Chêné est un centre de villégiature 4 saisons administré par la Société des établissements de plein air du Québec, la CEPAC. Un terrain de jeu majestueux vous invite à pratiquer de nombreuses activités. Vous y retrouvez notamment une magnifique auberge qui offre un hébergement champêtre de grande qualité aux visiteurs, Arbraska du Chêné, le Super Labyrinthe et Aventure Inukshuk sont aussi présents sur le site. La ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier accueille aussi depuis plusieurs années dans le parc du Grand Héron un rodéo ayant acquis une grande renommée nationale avec sa gamme d'activités diversifiées et ses grands spectacles de rodéo. Le rodéo est tenu au début du mois de juillet lors d'un week-end. Pendant la saison hivernale, le parc de glisse situé dans le parc du Grand Héron offre des infrastructures de grande qualité. On peut y glisser, pratiquer du ski de fond, mais surtout y patiner en forêt. D'ailleurs, ce magnifique sentier de glace de 3 km sous couvert forestier est fréquenté annuellement par plusieurs milliers de visiteurs. Le chemin de la Liseuse à proximité du parc du Grand Héron, piste cyclable et skiable construite en bordure de la rivière Jacques-Cartier sur 15 km dans un paysage féerique est une autre route très fréquentée. Ce circuit en pleine nature, parsemé des poèmes d'Anne Hébert et de Saint-Denis Garneau, s'étend de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier à la ville de Pont-Rouge. Habiter à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, c'est profiter d'un milieu de vie où il y a toujours quelque chose à faire et à apprendre, mais aussi un milieu de vie idéal pour la famille avec la proximité d'écoles primaires et secondaires et la présence de 2 centres de la petite enfance. La ville ne ménage aucun effort pour aider les jeunes à s'épanouir. Garderie, maison des jeunes, parc des loisirs, bibliothèque, sans compter la richesse de la nature environnante, atout qui constitue pour eux un milieu de vie de choix.
ans qu'on existe officiellement sous le nom de l'ASCEP, l'Association Sclérose en plaques de Portneuf. C'était vraiment plaisant pour moi et Céline d'avoir parti ça pour répondre aux besoins des handicapés de Portneuf qui ont la sclérose en plaques et en annexant toutes les autres formes d'handicap pour handicapés physiques. C'est de voir aujourd'hui la réponse que vous avez faite pour venir nous voir, de voir que l'association vous tient encore à cœur et que cette association est en vie et qu'elle va bien. Vous allez voir aussi dans notre montage vidéo que toutes les sorties qu'on a faites depuis 2007, officiellement, le nombre de personnes qu'on avait, comment est-ce que ça a progressé et comment on est rendu pas mal de monde dans cette association. Dans le fond, j'ai ressorti le rapport d'activité de 2007, c'est juste pour montrer au niveau de... Ça a été quand la création de la CEP? Ça a été le 17 novembre 2006 qu'on a fait le premier conseil d'administration. Puis, par la suite, ben, on a commencé à participer à des activités en collaboration avec SAP Québec. Dans le fond, c'est SAP Québec qui avait rencontré des gens qui atteints de sclérose en plaques, qui demandaient aux gens s'ils voulaient partir une association dans Portneuf, ce qu'on a fait, un premier petit groupe, pour desservir les gens atteints. Puis, on a participé à différentes activités à ce moment-là. Ça a été en décembre 2007 que le premier conseil d'administration a travaillé un an de temps pour ramasser les documents, puis qu'on a obtenu notre charte, nos lettres patentes, donc qu'on existe vraiment légalement, la CEP. Parce que quand on fait des demandes de subventions ou des levées de fonds, il faut être un organisme qui existe légalement, qui est enregistré au registraire. C'est en décembre 2007 que ça a eu lieu. Puis on a travaillé sur différents projets à ce moment-là. Les premiers membres du CA, le premier CA de la CEP, il y avait M. Charret qui était président, moi qui étais trésorière. On avait Mme Geneviève Boilard qui était secrétaire, M. Léo Sauvageau, M. François Caron, puis M. Paul-Émile Gingras, le conjoint de Mme Milot, qui s'était joint au conseil d'administration. Fait que les premiers balbutiements, les premiers conseils d'administration, c'était ces personnes-là qui étaient sur le conseil. Donc, en 2007, on voit que le groupe était moins gros. Il y avait des sorties qui commençaient à se faire en partenariat avec la PHP. On a au Cap Tourmente qui avait eu une visite, puis à Cité de l'Énergie. Le Gala des bénévoles, on s'implique aussi dans les activités qui ont lieu dans le comté. On a Mme Lapointe qui est ici présente, qui avait été honorée comme bénévole cette année-là. Il avait reçu un certificat honorifique. On essaie de s'impliquer aussi dans tout ce qui se passe au niveau des personnes handicapées. Il y a la Semaine québécoise des personnes handicapées qui a toujours lieu la première semaine de juin. En collaboration avec tous les organismes, on y participe. En 2015, il y avait Mme Leclerc, ici présente, qui avait été honorée aussi pour son travail. C'est la plaque qu'elle avait reçue parce que à chaque mardi, à chaque lundi, elle appelle tout le monde pour leur dire où on va le mardi. Chaque mardi, elle est là pour accueillir les gens. Ça valait la peine de souligner son bon travail. C'est inaccessible parce qu'on a des choses à faire cuire. Un nouvel événement qu'on a introduit il y a 2 ou 3 ans, c'est le dîner du président. Parce que suite à notre visite au fromagerie Alexis de Portneuf, les gens avaient aimé la dégustation, donc on a implanté ce dîner-là depuis, ça va être la 3e année cette année. Là. On fait une dégustation de mou de pommes et fromage. Donc, on a différents fromages plus doux qui sont du raisin, des pommes, du pain pour accompagner notre dégustation. Oui. Donc, dans le fond, c'est que toute l'équipe de la Josette, on espère que l'association vous apporte à chacun des bons moments puis un peu de douceur dans vos vies. C'est un peu la mission qu'on se donne. Alors,
Alors, pour notre chronique patrimoniale de cette semaine, on se trouve à Donnacona, devant l'église, bien sûr, Sainte-Agnès. Et vous avez sûrement remarqué qu'il y a quelques petits monuments en avant de l'église. Alors, il y en a un qui est en hommage aux bâtisseurs. D'ailleurs, celui-là aussi, il y a une petite plaque 50 ans de solidarité syndicale à Donnacona, 1937-1987. Mais, surtout, nous, ce qu'on va s'attarder, c'est la petite plaque qui est plus bas, que vous voyez présentement à l'écran. C'est la plaque qui souligne le passage de Charles de Gaulle, le président de la République française, en 1967. Donc, c'est ça. Donc, ça fait 50 ans cet été. Et c'est ça, il y a eu beaucoup de cérémonies qui ont été faites pour l'occasion. Alors, dans le prochain reportage, on va vous présenter justement un résumé de ces cérémonies-là. Il y a eu, entre autres, une exposition qui était au relais des écureuils. Il y a aussi toute la procédure pour la venue du cortège qui est parti de Québec jusqu'à Montréal pour souligner l'événement. Alors voilà, on vous parle beaucoup de la visite cette semaine de Gaulle à Donnacona. La bienvenue au chef de l'État français, le général Charles de Gaulle. De tout mon cœur, je remercie M. le maire, le conseil municipal, M. le député, toute la population de Donnacona de leur émouvant accueil. Je remercie M. le Premier ministre qui m'a appelé dans votre vie. Monsieur le maire a évoqué magnifiquement tous les souvenirs d'histoire française qui sont ici et aux environs. Et j'en ai été très touché. Et puis maintenant, je vois le présent du Canada français, c'est-à-dire un pays vivant, au possible, un pays qui tente de devenir maître de lui-même. Vous voyez ici devant vous une exposition de photos et de citations qui s'est produite le 24 juillet 1967. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de détails, et beaucoup de personnes qui ont participé au montage de cette exposition. J'invite évidemment toute la population à venir jeter un coup d'œil sur ces photos et ces articles. Mais ce qu'il y a de plus particulier, c'est que dans les grandes photos, et même des fois dans les plus petites, certains peuvent se reconnaître s'ils ont plus de 50 ans, et d'autres reconnaîtront des grands-parents ou des parents qui étaient présents. J'emporterai de mon passage ici un souvenir inoubliable. Je vous en remercie toutes et tous. Et mes vœux les plus profondément sincères sont avec chacun de vous et avec votre ville. Vive Donnacona, vive le Canada français, vive la Nouvelle-France et vive la France! Par son passage et sa présence, il a éveillé en nous des sentiments de fierté très forts et particulièrement opportuns pour le milieu ouvrier à l'époque. Il a fait bon d'entendre cet homme prestigieux proclamer avec force et ardeur qu'il fallait être fier de notre lien avec la grande famille française. C'était la voix de grand-papa il y a 50 ans aujourd'hui. La suite de son discours, qu'on a dans les archives familiales, se disait comme suit. « Permettez cependant, cher général, que le maire de Donnacona vous fasse remarque qu'ici même, nous foulons le sol du fief portant le nom de la seigneurie de Bel-Air qui fut cédée au sieur Toupin Dussault par l'intendant Jean Talon en 1692. Permettez aussi que nous fassions allusion au chef de la France libre en 1940, un fait de notre petite histoire. Parce qu'il est bon de se rappeler, en fait, qu'au Québec, il reste encore du chemin à faire. Il y a 50 ans, le général nous disait « Je serai là », il l'a d'ailleurs redit dans son discours, « Je serai là lorsque vous serez prêts à faire ce pas ». Mais je pense que 50 ans plus tard, il nous reste encore des pas à faire. Parce que le passage à Donnacona, c'est d'abord le rappel du passé. C'est le rappel de Jacques Cartier,
le premier explorateur français à venir ici, ses relations avec Donnacona et ses deux fils, les voyages que ses deux fils puis Donnacona firent en France, et qui sont finalement le fondement de tout. Le Canada français, d'une certaine manière, a commencé ici. Eu sou a Eunice Artur, vivo em Lisboa e fui convidada para participar na Bienal.
Je m'appelle Elia, je viens du Portugal. Julie Bénédicte Lambert. Je suis André Dubois, je suis un artiste en art visuel. Jessie Herod, and I'm originally from Toronto, Canada, but I live in Philadelphia. Je suis Colette Balkan et je viens du Manitoba. My name is Christine Mauersberger. I'm from Cleveland, Ohio, in the United States. Héloïse Plamondon-Pagé, je suis originaire de la région de Portneuf. I'm Karen Getzinger. My current work addresses fading memories. Je suis Cécile Dachary. Je suis artiste plasticienne. Je m'appelle Michel Lorrain. Mon nom est Amélie Proux. Je travaille principalement avec la céramique, en fait la porcelaine. J'ai puisé mon inspiration dans l'iconographie médiévale et plus spécifiquement dans les livres d'heures. Ce sont des livres qui étaient très communs à l'époque médiévale où on retrouvait par exemple des prières, des calendriers, toutes sortes d'autres informations. Et puis dans les marginalia, donc les marges de ces livres-là, il y avait toutes sortes d'illustrations du quotidien de l'époque médiévale. Et en m'attardant davantage à ces illustrations-là, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs représentations de soit des femmes ou des animaux qui utilisaient le fuseau et la quenouille pour filer le lin. Donc j'ai sélectionné certaines de ces images-là que j'ai littéralement reproduites en porcelaine en essayant de conserver l'espèce de fraîcheur qu'on retrouve dans les illustrations des livres d'heures. Et j'ai combiné ces différentes représentations-là, ces illustrations-là, avec un langage plastique qui m'est plus propre, en fait, là, qui correspond un peu plus à des motifs floraux qu'on retrouvait aussi dans les livres d'heures de cette époque-là. Le titre de l'installation, c'est Marginalia. En fait, c'est littéralement inspiré du nom que portent ces espèces de marges-là qui se retrouvent dans les livres d'heures. Et puis, puisque cette installation-là présente uniquement des aspects de Marginalia, je trouvais ça intéressant de venir faire ce lien-là avec le titre. J'ai travaillé avec le tissu depuis des années, mais je travaille souvent, surtout avec la laine, et aussi les couleurs comme noir, bleu marine, brun, les couleurs très foncées. Je fais des courtes pointes. Mais il y a 4 ans, quand j'ai commencé à enseigner une classe en couleurs aux étudiants de secondaire, j'ai étudié la couleur et puis depuis ce temps, je trouve la couleur partout. Je prends aussi beaucoup de photos. Je vois des couleurs dans le paysage. Surtout, je vois une couleur contre une autre. Et what happens when two colors come together? And sometimes they're very special, sometimes they stand out, sometimes they're very subtle. So I decided that I would like to bring the color into my textile work, and this exhibition is one manifestation of that. It's a dilemma for me with this new work whether or not to include the photographs because it gives me a lot of pleasure. I love the process, and yet I'm a minimalist. So I want to keep things simple whenever I can. And with this opportunity, I decided that I would, rather than put the photographs on the wall, I made a little booklet, something like the little booklets
that I remember when I was a child, when I would go to somewhere like Niagara Falls. I will keep these booklets in the gallery during the exhibition. It's not a catalog because the work is not illustrated. This is the work. These are the photographs, and you can find for yourself which one might match. At the back, there are 12 squares, and there are only 6 here, so it's not going to be super easy, but it'll be a kind of a game.